Monsieur le Président, l'année 2020 touche bientôt à sa fin. Entre gestion immédiate des urgences et vision à long terme, quel est aujourd'hui le cap pour vous? Vous l'avez dit, l'année 2020 a été jalonnée de crises. Celle évidemment de l'épidémie, Covid-19, celle du terrorisme qui est revenu ces derniers mois avec beaucoup de force en Europe, mais aussi en Afrique, et en particulier ce terrorisme qu'on appelle islamiste, mais qui est fait au nom d'une idéologie qui déforme une religion. Et ils viennent s'ajouter à tous les défis que nous connaissions et qui étaient, je dirais, structurels, sur lesquels on reviendra sans doute, mais qui est celui du changement climatique et de la biodiversité, de la lutte contre les inégalités, et donc de l'insoutenabilité des inégalités entre nos sociétés et dans nos sociétés, de la grande transformation numérique. Donc on est à un moment de notre humanité où, au fond, je pense qu'on a rarement eu une telle accumulation de transitions profondes et structurantes qui changent la vie internationale, qui ont même des impacts anthropologiques, le changement climatique comme d'ailleurs la transition technologique qui transforme nos imaginaires, on a encore vu récemment, qui bouscule complètement le rapport entre le dedans, le dehors et nos représentations du monde, et des crises de court terme, comme donc l'épidémie et le terrorisme. Et face à ça, vous avez raison de parler de cap, il y a, je crois très profondément, un fil directeur. C'est qu'on a besoin de réinventer les formes d'une coopération internationale. Parce que l'une des caractéristiques de toutes ces crises, c'est que l'humanité la vit avec des différences selon l'endroit où on se trouve, mais nous sommes tous confrontés à ces grandes transitions et à ces crises ponctuelles, au même moment, et que pour les résoudre au mieux, on a un besoin de coopérer. On ne battra pas l'épidémie et ce virus si on ne coopère pas. Quand bien même certains découvriraient un vaccin, s'il n'est pas diffusé à la planète entière, ça veut dire qu'il reviendra dans certaines zones. Pour combattre le terrorisme, on est tous là aussi frappés. Et pour combattre, si je puis dire, les simplismes sur ce sujet, plus de 80% des victimes de ce terrorisme islamiste sont du monde musulman. On l'a encore vu au Mozambique ces derniers jours. Et donc, nous avons cette communauté de destin face à toutes ces crises. Et donc, pour moi, le premier cap dans la vie internationale, c'est de chercher les voies d'une coopération utile. Ce qu'on a fait sur le virus avec ACTA, ce qu'on essaie de faire sur le terrorisme en bâtissant des coalitions nouvelles, et ce qu'on a fait constamment sur les grands chantiers que je viens d'évoquer, sur lesquels on va revenir. Et à côté de ça, c'est pour moi l'importance, dans ce moment, et l'un pour moi est complémentaire de l'autre, de renforcer et structurer une Europe politique. Pourquoi ? Parce que si on veut qu'il y ait de la coopération qui se crée, il faut que des pôles équilibrés puissent structurer cette coopération. Cette coopération, c'est évidemment un nouveau multilatéralisme, c'est-à-dire un dialogue entre les différentes puissances pour accepter ensemble. C'est acter le fait que les cadres de cette coopération multilatérale sont aujourd'hui fragilisés, soit parce qu'ils sont bloqués. Je suis obligé de constater que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne produit plus de solutions utiles aujourd'hui. On est tous co-responsables. On a vu que certains étaient l'otage des crises du multilatéralisme, l'OMS par exemple. Moi, je considère que dans ce moment, il ne faut surtout pas perdre le fil européen. Et cette autonomie stratégique, cette force que l'Europe peut avoir pour elle-même. Donc voilà, si j'essaie de voir au-delà du quotidien quels sont les deux axes forts, c'est retrouver les voies d'une coopération internationale utile qui évite évidemment la guerre, mais permet de répondre à nos défis contemporains. Et c'est une Europe beaucoup plus forte qui puisse peser de sa voix, de sa force et avec ses principes dans ce cadre refondé. Vous parlez de cap, donc vous projetez vers l'avenir. C'est quoi en fait l'ère qui s'achève en 2020 ? Est-ce que c'est une ère qui a commencé en 89 ? Est-ce que c'est une ère qui a commencé avec en 45 ? On a une crise du cadre multilatéral de 45, de son effectivité, etc. Mais plus grave à mes yeux, on a une crise au fond de l'universalité des valeurs que portent ces structures. Et ça, c'est pour moi, on l'évoquait tout à l'heure dans la conférence, mais un des points les plus graves de ce qu'on vient de vivre d'ailleurs dans la période récente. C'est-à-dire que des éléments, la dignité de la personne humaine, etc., qui étaient des intangibles, et au fond dans lesquels s'inscrivaient tous les peuples des Nations Unies, tous les pays représentés, sont maintenant mis en cause.
relativisé. Et donc il y a un relativisme contemporain qui vient, qui est vraiment une rupture, et qui est le jeu de puissances qui ne sont pas à l'aise avec le cadre des droits de l'homme des Nations Unies. Il y a très clairement un jeu chinois, un jeu russe sur ce sujet, qui est un relativisme des valeurs et des principes, et un jeu aussi qui essaie de reculturaliser, ou de remettre dans un dialogue de civilisation, ou de conflit de civilisation, ces valeurs, en les reposant à l'aune d'un religieux. Et donc tout ça est un instrument à fragmentation d'universalité de ces valeurs. Si on considère que ces valeurs, qui sont celles des droits de l'homme et du citoyen, et donc d'un universalisme qui repose sur la dignité de la personne humaine et de l'individu libre et raisonnable, si ça on accepte de le remettre en cause, alors c'est très grave. Il y a une deuxième rupture dans notre concert des nations, qui est, je pense, la crise des sociétés occidentales post-68 et 89. C'est-à-dire, vous voyez un néoconservatisme monter, partout en Europe d'ailleurs, qui est une remise en cause. Eux-mêmes prennent comme référence 68, c'est-à-dire, au fond, un état de maturité de nos démocraties, la reconnaissance des minorités, ce mouvement de libération des peuples et des sociétés. Et il y a le retour du fait majoritaire, et en quelque sorte d'une forme de vérité des peuples. Et je pense qu'on est aussi à un point de rupture par rapport au post-1989. Les générations qui sont là n'ont pas connu la dernière grande lutte qui a structuré la vie intellectuelle occidentale et aussi nos relations, qui était l'antitotalitarisme. Et elles ont structuré pour beaucoup leur accès à la vie académique, politique, sur une fiction qui était la fin de l'histoire. Et un implicite qui était l'extension permanente des démocraties, des libertés individuelles, etc., etc. Et on voit que ça n'est plus le cas. Réémergent des puissances régionales qui sont autoritaires, réémergent des théocraties. Et donc tout ça sont des éléments de rupture très profonds dans notre vie, dans la vie de nos sociétés, et l'esprit qui est né, puisque vous me preniez des dates de référence. Et après, c'est pour ça que je veux lancer ce qu'on pourrait appeler le consensus de Paris, mais ce sera le consensus de partout, mais qu'on a lancé aujourd'hui, c'est de dire, au-delà de ces grandes dates qui ont structuré le fait politique, intellectuel des dernières décennies, il y avait sans doute la date, en effet, et l'élément de concrétisation du consensus dit de Washington. Ça ne permet pas de penser et d'internaliser les grands changements du monde, en particulier le changement climatique. Le changement climatique demeure une externalité dans ce consensus. Or, on arrive à un point où l'urgence est telle qu'il est impossible de demander à des gouvernants de gérer l'une des questions prioritaires du moment, la question sans doute prioritaire pour la génération à venir, simplement comme une externalité de marché. Il faut la remettre dans le marché. La deuxième chose, ce sont les inégalités. Ce fonctionnement de l'économie de marché contemporaine et financiarisée a permis l'innovation, a permis la sortie de pauvreté dans certains pays. Il a accru les inégalités dans nos pays. À partir du moment où les classes moyennes n'ont plus d'éléments de progrès pour elles-mêmes et vivent le déclin année après année, un doute s'installe sur la démocratie. C'est exactement ce qu'on voit partout, des États-Unis de Donald Trump au Brexit, en passant par les coups de semonce que nous avons dans notre pays et dans beaucoup de pays européens. Et donc c'est pour ça que je crois très profondément qu'on est à un point de rupture, qui est un point de rupture très profond aussi, en plus de ces éléments, de ces rendez-vous politiques, qui est un point de rupture du capitalisme contemporain. Parce que c'est un capitalisme qui s'est financiarisé, qui s'est surconcentré, et il ne permet plus de gérer les inégalités dans nos sociétés et au niveau international. Et on ne peut y répondre qu'en le refondant. On ne peut pas y répondre. D'abord, on n'y répond pas dans un seul pays. J'ai fait une politique d'ailleurs qui ne va pas du tout dans ce sens et je l'assume parfaitement. C'est aussi vrai que le socialisme n'a pas marché dans un seul pays. La lutte contre ce fonctionnement du capitalisme est inefficace dans un pays. Je ne veux pas être trop long, il y a un tout dernier point dans ce moment d'inflexion par rapport aux dates. C'est pour moi aussi maintenant le changement démographique. Mais aujourd'hui, on est entre 400 et 500 millions tous les 5 ans d'augmentation d'habitants, et surtout avec des déséquilibres très profonds. Si je prends la plaque Europe-Afrique, disparaît quasiment l'équivalent d'un pays en Europe. On est quasiment un pays sur la même période en Afrique. Et donc on a une espèce d'accélération de la torsion de l'histoire. Je pense qu'il n'y a jamais eu dans notre histoire une période qui concentrait autant d'éléments de rupture.
avec quels instruments on bâtit en fait ce nouveau consensus qui prennent tout ça en compte? D'abord, je pense qu'il faut le penser. Avec quels acteurs? D'abord, il y a un travail, je dirais, idéologique au sens noble du terme, il faut le penser. Il faut le nommer, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que, pour moi, les idéologies divergent. Il y a un peu plus de 3 ans, quand je parlais de souveraineté européenne ou d'autonomie stratégique européenne, on me prenait pour un fou. On disait, c'est des lubies françaises, ça ne marche pas. On a réussi à faire bouger les choses. En Europe, ces notions se sont imposées. Une Europe de la défense qu'on pensait impensable, on l'a faite. On avance sur l'autonomie technologique et stratégique. Quand j'ai commencé à parler de la 5G, on a dit, vous êtes fous, on ne va pas avoir de la souveraineté là-dessus. Si. Et donc, par rapport à ça, il y a d'abord ce travail idéologique qui est une urgence, mais qui est de penser les termes de la souveraineté d'autonomie stratégique européenne pour pouvoir peser et ne pas devenir, au fond, le vassal de telle et telle puissance et ne plus avoir son mot à dire. Il y a ensuite acter de ces tensions, les penser ensemble et construire notre action utile. L'Europe a énormément d'impensés sur le plan géostratégique. Nous avions oublié de penser parce que nous pensions par le truchement de l'OTAN nos relations géopolitiques, soyons clairs. La France moins que d'autres par son histoire. Mais il y a encore ce surmoi qui est là. Je me bats parfois contre celui-ci. Donc, l'idéologie qu'on peut instaurer en Europe, c'est-à-dire une lecture commune du monde et de nos attentions, c'est essentiel. Ça, c'est le premier point. Et donc, ce que je commence à dire et qu'on va continuer de développer, pour moi, est essentiel. Ce qu'on a lancé là, le consensus de Paris, les éléments qu'on peut en sortir et ce que je fais pour la politique française et européenne. Ensuite, à très court terme, ce sont les coalitions d'acteurs. Ce que je fais depuis le premier jour, c'est une espèce de pragmatisme on fait avec ce qu'on a, et on montre par l'exemple que ça avance. Depuis décembre 2017, le One Planet Summit, à chaque fois qu'on l'a fait, en incluant de nouveaux acteurs qu'on ne mettait pas assez dans le jeu des nations, j'ai fait un One Planet Summit en Afrique, parce que je considère que notre stratégie, elle doit être afro-européenne, et que le pilier pour moi de cette refondation qu'on pense doit se faire sur une Europe beaucoup plus unie géopolitiquement, et qui engage avec elle l'Afrique de manière totalement paritaire, comme un partenaire. Donc, c'est une refonte de nos grilles de lecture, plus d'Europe. 2, un vrai partenariat Europe-Afrique, parce qu'on a la clé du problème entre nous. Derrière, ensuite, la construction de coalitions très concrètes avec des acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, entreprises, associations, etc., pour avoir des résultats sur un chemin qu'on s'est donné ensemble. Et à partir de là, construire des stratégies d'alliance plus larges. C'est par cette stratégie, si je continue sur le climat, qu'on a réussi à engager la Chine avec nous, et qu'à chaque fois, au One Planet Summit de 2012, la Chine vient et elle annonce le marché unique carbone qu'elle lance. Parce que l'Europe continue de s'engager, la Chine vient et annonce qu'elle va mettre en place un prix du carbone. Pourriez-vous revenir sur les mots de l'Europe géopolitique ? Quelle définition concrète y a-t-il derrière souveraineté, autonomie stratégique, Europe-puissance ? Alors, d'abord, moi je pense que l'Europe est un espace. L'Europe n'est pas qu'un marché. Implicitement, depuis des décennies, nous pensons que l'Europe est un marché. On fonctionne comme si c'était un marché unique. L'Europe doit se repenser elle-même politiquement et agir politiquement pour définir des objectifs communs qui ne sont pas simplement une délégation de notre avenir au marché. De manière très concrète, ça veut dire que quand on parle de technologie, l'Europe a besoin de bâtir ses propres solutions pour ne pas dépendre d'une technologie américaine ou chinoise. De la même manière, quand on parle de l'extraterritorialité du dollar, qui est un fait et qui ne date pas d'hier, qu'est-ce qui fait que nous décidons pour nous-mêmes ? C'est ça, l'autonomie. C'est l'idée que nous choisissons nos propres règles pour nous-mêmes. Eh bien, ça suppose de revisiter des politiques auxquelles nous nous étions habitués, technologiques, financières et monétaires, politiques, où nous bâtissons en Europe des solutions pour nous, nos entreprises, nos concitoyens, qui nous permettent de coopérer avec d'autres, mais tels qu'on le choisit, mais non pas de dépendre d'autres, ce qui est aujourd'hui encore trop souvent le cas. On a beaucoup amélioré les choses ces dernières années, mais nous n'avons pas réglé cette affaire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de souveraineté européenne, comme je l'ai fait moi-même ? C'est un terme qui est un peu excessif, je vous le concède, parce que s'il y avait une souveraineté européenne, il y aurait un pouvoir politique européen pleinement installé. Nous n'y sommes pas encore. Mais c'est le contenu, pour moi, de la souveraineté dont je parle quand j'ai invoqué cette notion, et qu'on peut retrouver peut-être de manière plus neutre dans le terme d'autonomie stratégique, c'est que je pense qu'il est indispensable que notre Europe retrouve les voies et moyens de décider pour elle-même, de ne pas dépendre des autres sur tous les chantiers, technologiques comme je l'ai dit, sanitaires, géopolitiques,
et de pouvoir coopérer avec qui elle choisit. Pourquoi je crois ça? Parce que je pense que nous sommes un espace géographique cohérent en termes de valeurs, en termes d'intérêts, et qu'il est bon de le défendre en soi. C'est-à-dire que je pense que nous sommes une agrégation de peuples différents, de cultures différentes. Il n'y a aucune concentration à ce point de tant de langues, de cultures et de diversité dans un espace géographique donné, mais quelque chose nous unit. D'ailleurs, nous savons que nous sommes européens quand nous sommes envoyés hors de l'Europe. On ressent cette forme de nostalgie. Dès qu'on n'est plus... On sent nos différences quand on est entre Européens, on sent notre nostalgie quand on quitte l'Europe. Mais je suis sûr d'une chose, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Ce sont nos alliés historiques. Nous aimons la liberté comme eux, on aime les droits de l'homme, nous avons des attachements profonds. Mais par exemple, nous avons une préférence pour l'égalité qu'il n'y a pas aux États-Unis d'Amérique. Donc nos valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis nous projetons dans un autre imaginaire, qui est un imaginaire avec justement l'Afrique, le Proche et Moyen-Orient. Et nous avons une autre géographie qui peut désaligner nos intérêts. Ce qui est notre politique de voisinage avec l'Afrique, avec le Proche Moyen-Orient, avec la Russie, n'est pas une politique de voisinage pour les États-Unis d'Amérique. Et donc on ne peut pas dire que notre politique internationale serait 100% dépendante ou à la remorque de celle-ci. Et c'est encore plus vrai ce que je dis évidemment pour la Chine. Donc voilà pourquoi je crois que c'est un concept, celui d'autonomie stratégique européenne ou de souveraineté européenne, qui est très fort, très fécond et qui dit « Nous sommes un espace politique, culturel cohérent. Nous devons à nos citoyens de ne pas dépendre des autres. Et c'est la condition pour peser dans le concert des nations contemporaines. » Quels sont les points de blocage? Qu'est-ce qui fait que cette vision, aujourd'hui, malgré tout, a du mal à s'incarner? Je ne suis pas si sûr que ça. D'abord, moi, je vous dis, quand je l'ai inauguré ça au discours de la Sorbonne en septembre, beaucoup ont dit, il est gentil, il n'y arrivera pas, c'est une lubie française. Écoutez, en 3 ans, un peu plus de 3 ans, 3 ans et 1 mois, 2 mois, Europe de la défense, elle a largement avancé. On a créé un fonds européen de la défense, une coopération structurée, et même l'initiative européenne d'intervention que je propose à la Sorbonne, il y a près de 10 pays. Coopération sur le terrain, très concrète. Technologie, on est en train, plusieurs pays ont dit la 5G doit être européenne, ont pris les positions dans leur marché, nous l'avons fait. L'Allemagne est en train de bouger sur ce sujet qui était moins naturel parce qu'elle était aussi en avance. Et donc on est en train, sur le plan technologique, de repenser totalement notre souveraineté. La crise sanitaire nous a fait repenser notre souveraineté sur le plan sanitaire et de beaucoup d'éléments aussi de l'industrie, de la santé et de quelques autres. Sur les sujets financiers, ça m'a pris du temps, mais en juin 18, accord de Meseberg avec l'Allemagne sur une capacité commune sur le plan budgétaire pour traiter le sujet d'autonomie économique et financière de l'Europe. On a ensuite un accord imparfait au niveau européen et on a, grâce à la crise Covid, je dois bien le dire, cet accord franco-allemand de mai 2020 qui permet ensuite d'élargir les choses sur une proposition de la Commission et d'avoir l'accord historique de juillet. Je considère que le réveil est là. La question, si on est direct, qui est posée, c'est est-ce que le changement d'administration américaine va créer un relâchement chez les Européens? Je suis en désaccord profond, par exemple, avec la tribune qu'il y a eu dans Politico, signée par la ministre de la Défense allemande. Je pense que c'est un contresens de l'histoire. Heureusement, la chancelière n'est pas sur cette ligne, si j'ai bien compris les choses. Et donc, je pense qu'au contraire, le changement d'administration américaine est une opportunité de continuer de manière totalement pacifiée, tranquille, ce que des alliés entre eux doivent comprendre. Nous avons besoin de continuer à bâtir notre autonomie pour nous-mêmes, comme les États-Unis le font pour eux, comme la Chine le fait pour elle. Et la Chine, sur ça, vous parliez des coopérations réussies, de beaucoup d'avancées. La Chine a ce grand projet, des nouvelles routes de la soie. Au fond, en Europe, on a du mal à identifier, même si beaucoup de choses fonctionnent, on a du mal à identifier un grand projet, un grand rêve d'avenir. Qu'est-ce qui se dessine? Quel est le rêve, le grand projet vers lequel Là, vous avez raison, c'est que le mérite des nouvelles routes de la soie est que c'est un concept géopolitique très puissant. Quels sont les combats contemporains de l'Europe? Je vais vous dire tel que je les vois. Il y a un combat positif qui est de faire de l'Europe la première puissance éducative, sanitaire, digitale et verte. C'est les 4 grands combats qui nous font qu'on relèvera les 4 grands défis. Et donc, d'investir massivement, de réussir à faire ça. Il y a pour moi un deuxième défi, qui est que l'Europe reprenne le flambeau de ses valeurs.
elles sont en train d'être abandonnées partout. Le combat qu'on mène contre le terrorisme et l'islamisme radical est un combat européen. C'est un combat de valeurs. Et ça, c'est un combat pour nous. Et au fond, je pense que le combat contemporain, c'est un combat contre la barbarie et l'obscurantisme. C'est ça ce qui se passe. C'est pas du tout un choc de civilisation. Je ne me reconnais pas du tout dans cette lecture des choses, parce que ça n'est pas une Europe chrétienne qui irait contre le monde musulman. C'est le fantasme dans lequel certains veulent nous entraîner. Mais c'est une Europe qui a des racines judéo-chrétiennes, c'est un fait, mais qui a su construire deux choses: la coexistence des religions entre elles et la sécularisation du fait politique. Et ça, c'est un acquis de l'Europe. Le combat de notre génération en Europe, ce sera un combat pour nos libertés, parce qu'elles sont en train de basculer. Et donc, ce ne sera pas la réinvention des Lumières, mais il va falloir défendre les Lumières face à l'obscurantisme. C'est sûr, sûr. Et le troisième grand projet européen, c'est pour moi la conversion des regards avec l'Afrique et la réinvention de l'axe afro-européen. Et c'est le combat d'une génération, mais je pense qu'il est fondamental pour nous. L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas, c'est sûr. On le voit quand on n'arrive pas à créer la sécurité, la paix ou la prospérité à travers le fait migratoire. On le voit parce que l'Afrique est dans nos sociétés. Nous avons une part d'Afrique dans toutes nos sociétés qui vit aussi en consonance. Et quand je dis l'Afrique, je parle de l'Afrique et du pourtour méditerranéen, en fait, l'Athos Insu. Mais nous avons quelque chose à bâtir. Et quand je dis une conversion, c'est qu'on doit réussir à ce que l'Afrique voit l'Europe différemment et que nous-mêmes, nous la voyons différemment. C'est-à-dire comme une chance, une formidable opportunité de développement conjoint pour réussir ce projet pour nous-mêmes que j'évoquais. Et je le dis parce que je ne crois pas que nous avancerons, que nous réglerons nos problèmes en étant emprisonnés par notre histoire. On sait notre histoire et pour en reparler si vous le voulez, j'ai moi-même lancé des travaux mémoriels politiques importants sur l'Algérie ou autres, mais je vois comme un retour du ressentiment et du refoulé, où tous les sujets d'ailleurs viennent se mêler, la post-décolonisation, les sujets religieux, les sujets économiques et sociaux, et créer une forme d'incommunicabilité entre Europe et Afrique. Je pense qu'il faut dénouer ces fils, mais il faut surtout embrasser l'Afrique avec beaucoup plus de force, dans la capacité qu'on lui donne à se développer elle-même, et en l'aidant. Et donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos pays, qui viennent d'Afrique, pour en faire des formidables ferments de cette chance, et pas des problèmes, comme on les regarde trop souvent. Vous mentionnez une incommunicabilité avec l'Afrique. Est-ce qu'au sein de l'Europe, sur ce troisième point, le partenariat à bâtir avec l'Afrique, il n'y a pas une forme d'incommunicabilité entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est de l'Europe? D'abord, je ne dis pas qu'il y a une incommunicabilité, je dis que ça peut se créer sur le cumul des difficultés, des problèmes, l'entremêlement et la manipulation que certains en font. Parce qu'il y a une manipulation sur ce sujet, elle est évidente, de certaines puissances hégémoniques, par ailleurs, qui ont un nouvel impérialisme en Afrique et qui utilisent de ce ressentiment pour fragiliser l'Europe, la France. Quand on prend l'Europe et la relation à l'Afrique, nous avons 27 histoires avec l'Afrique. Je pense qu'il faut engager l'Europe de l'Est dans cette politique à plein. Et je pense que quand on le fait, ça marche très bien. Vous savez, moi, je constate les choses. Plusieurs pays d'Europe de l'Est ou du Nord sont avec nous pour aider à la sécurité de l'Afrique. Notre meilleur partenaire au Mali, c'est l'Estonie. Il y a des sensibilités différentes. Et au fond, qu'est-ce qui pourrait compliquer aujourd'hui la relation de l'Europe avec l'Afrique? C'est le fait migratoire. C'est ça. C'est qu'on ne regarde l'Afrique que par ce truchement. Et je pense que c'est une erreur. Il faut le régler sur certains sujets, parce qu'on assiste aujourd'hui à un détournement massif du droit d'asile. C'est ça qui dérègle tout. C'est que des groupes de passeurs, beaucoup de trafiquants, qui sont en même temps trafiquants d'armes, de drogue et qui sont liés au terrorisme, ont organisé un trafic d'êtres humains. Est-ce que vous êtes en train de disrupter le multilatéralisme des États pour le remplacer à quelque chose d'autre? Et est-ce que vous pensez que le vaccin, et la question de la distribution du vaccin, est quelque chose qui va porter cette vision? C'est un bon test. Ça peut ne pas être le moins cruel. Oui, je pense que si on veut avancer dans le multilatéralisme, il faut le faire fonctionner.
sur les grands sujets dits de bien commun, les grands sujets internationaux, oui, le multilatéralisme étatique ne suffit plus. Quand on parle de nouvelles technologies, vous avez besoin d'engager des plateformes qui se sont développées, j'allais dire malgré les États, en tout cas les États-Unis d'Amérique l'acceptant, mais hors de toute règle parce qu'elle n'existait pas. Et ils ont développé une innovation sans que les règles n'existent. Sur le sujet de la santé, en effet, entre ACTA et la stratégie COVAX qu'on a lancée, on a mis des organisations internationales comme l'OMS, des États, dont nous, des puissances régionales comme l'Union européenne et l'Union africaine. On a mis des fonds sectoriels comme United, comme le Gavi, autour de la table. On a mis des fondations privées, la fondation Gates et plusieurs autres, et on a mis des acteurs industriels et des laboratoires publics qui travaillent sur les projets. Donc c'est complètement hybride. Nous allons avoir, vous verrez, beaucoup de polémiques sur ce sujet, parce qu'il va y avoir d'abord une diplomatie du vaccin. C'est-à-dire, chacun va vouloir lever le drapeau en disant « c'est moi qui l'ai trouvé ». Et donc, il y aura un effet de précipitation sous la pression des opinions publiques pour très vite dire « c'est le bon vaccin ». Il faudra être très vigilant là-dessus et faire attention. Est-ce que toutes les règles scientifiques et les diligences ont été faites? Et ça, ce sont nos scientifiques d'État qui peuvent le dire et ceux de l'OMS, parce qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. N'oublions jamais ce qu'on a bâti. L'État, c'est le garant de l'intérêt général. Ça ne se délègue pas. Et donc là, les États ont un rôle à jouer. Mais derrière, la négociation qu'on est en train de mener avec les États et les entreprises est un très bon test de ce multilatéralisme. C'est l'idée du bien public mondial, en tout cas d'avoir un accès mondial au vaccin. On ne peut pas dire aujourd'hui que la question écologique n'est pas, disons, quelque chose de structurant dans le champ politique. Est-ce que vous vous définissez comme un écologiste? Oui, je le suis d'ailleurs devenu, je l'assume, je l'ai dit plusieurs fois. C'est-à-dire que je vais vous le dire, je pense que la question de la lutte contre le dérèglement climatique et pour la biodiversité est centrale dans les choix politiques que nous devons faire. Ça ne veut pas dire qu'elle prime de manière irrévocable sur tout. Je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas pour un droit de la nature qui serait supérieur au droit de l'homme. Mais je pense qu'on ne peut plus penser les droits humains sans penser ces interactions, les conséquences que ça a. De la même manière, si je prends une famille française qui a fait tout ce qu'on lui a demandé depuis 30 ans, on lui a dit, il faut trouver un boulot. On lui a dit, la réussite, c'est d'acheter un pavillon. D'acheter un pavillon, c'est trop cher dans la grande ville, donc elle l'a acheté à 40, 50, 60 km de la grande ville. On lui a dit, le modèle de la réussite, c'est d'avoir chacun sa bagnole. Elle a acheté 2 voitures. On lui a dit, si vous êtes une famille digne de ce nom, vos enfants, vous devez bien les élever. Il faut qu'ils fassent le conservatoire et puis le club de sport. Donc les samedis, quand ils ont fait les 4 trajets par jour, les samedis, ils vont emmener les enfants. Cette famille-là, vous lui dites aujourd'hui, vous êtes des gros pollueurs de la mort. Vous avez un pavillon mal isolé, vous avez une voiture et vous faites 80, 100, 150 km. Le nouveau monde ne vous aime pas. Les gens deviennent fous. Ils disent, mais j'ai tout bien fait, et y compris l'État français pendant des décennies m'a demandé d'acheter du diesel. J'ai acheté du diesel, et maintenant, tout ce que j'ai n'est plus bon. Ce que je suis en train de vous dire sur l'exemple de cette famille, c'est exactement comme ça qu'à la fin de l'année 2018, cette famille m'a vu. Comme le type qui lui dit d'un seul coup, tout ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on a suivi tes conseils, d'un seul coup, ça devient mauvais. Et j'ai compris qu'on avait fait une erreur. Il faut engager nos sociétés dans ce changement. Donc c'est pour moi un changement absolument fondamental de nos sociétés. Il faut qu'on embarque tout le monde dans ce changement, et qu'on montre que chacun est acteur. Et qu'on le fasse en donnant une place à chacun, c'est-à-dire aussi en développant massivement des nouveaux secteurs d'activité économique qui permettent de créer plus vite les nouveaux emplois qu'on ne détruit les anciens. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce changement, il arrive après un des grands changements qu'on évoquait tout à l'heure, qui est celui de la mondialisation dans un capitalisme ouvert. Les classes moyennes des démocraties européennes et occidentales, elles ont vécu le changement comme synonyme de sacrifice. Quand on lui a dit on va changer les trucs pour le mieux, le commerce, elles ont perdu leur job. Si on leur dit maintenant la transition climatique c'est vachement bien, vos enfants pourront respirer, mais c'est vous qui allez encore en payer le prix parce que c'est votre job et votre vie qu'on va changer, mais pas celle des puissants qui eux vivent dans les beaux quartiers, ne prennent de toute façon pas de bagnole et continueront à pouvoir prendre l'avion pour faire des déplacements à l'autre bout du monde, ça ne marchera pas. De la même manière, on doit aligner notre agenda commercial. Si nous, on change toutes les règles, qu'on demande des sacrifices,
Et que derrière, on continue à bâtir des accords commerciaux avec des pays du monde. Et la question va se poser, vous allez voir, avec la nouvelle administration américaine, qui ne fait pas les mêmes efforts. On est des fous. C'est-à-dire, vous allez dire à votre agriculteur, il faut que tu fasses des efforts colossaux, tu vas sortir du glyphosate, tu vas faire du zéro pesticide, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il va le faire parce qu'il pense que c'est bon. Et de l'autre côté, on va faire un accord qui permet d'ouvrir et de faire venir des produits qui sont faits avec OGM, avec pesticides et autres, parce que ça, c'est le commerce. Tout se tient, les gens le voient. Et donc, on a besoin d'avoir des accords commerciaux qui soient complètement en cohérence avec notre agenda climatique, ce qui est une énorme bataille. Et là, il n'y a pas de consensus européen encore. Moi, je me bats beaucoup pour ça. On l'avait porté dans le combat européen de 2019. Là, il y a une vraie différence. Parce que certains pays sont restés avec un logiciel, qui est un logiciel d'ouverture et de commerce, que je respecte, mais la variable commerciale reste seconde. Je pense que moi, ça n'est pas cohérent d'un point de vue d'efficacité, mais surtout, ça n'est pas politiquement soutenable. Politiquement. Parce que vous ne pouvez pas créer du consensus dans nos sociétés si vous demandez des efforts aux citoyens, aux entreprises, et que vous faites quelque chose qui est complètement contraire quand il s'agit de l'international. Monsieur le Président, notre dernière question porte sur votre vision de la théorie de l'État et de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté westphalienne peut coexister avec l'urgence climatique ? Oui, parce que je n'ai pas trouvé de meilleur système pour ma part que la souveraineté westphalienne. Si c'est l'idée de dire qu'un peuple au sein d'une nation décide de choisir ses dirigeants et d'avoir des gens pour voter ses lois. Je pense que c'est tout à fait compatible, parce que sinon, qui va décider ? Comment le peuple se constitue et décide ? Je ne sais pas. La crise qu'on vit dans nos sociétés, c'est plutôt une crise de la responsabilité. C'est que plus personne ne veut prendre de décision et agir en responsabilité. Les systèmes de souveraineté westphaliens et les démocraties qui vont avec vivent aujourd'hui une crise qui est double, c'est quoi ? Beaucoup des problèmes ne sont pas à l'échelle de l'État-nation, c'est vrai, donc ça suppose des coopérations. Mais ces coopérations ne supposent pas la dissolution de la volonté du peuple. Ça suppose de savoir les articuler. Et la deuxième crise qu'elles vivent, c'est une crise d'efficacité des démocraties. C'est que les démocraties occidentales, depuis plusieurs décennies, donnent le sentiment à leur peuple de ne plus savoir régler leurs problèmes. Parce qu'elles sont empêtrées dans leurs lois, leur complexité, je le vis au quotidien pour ce qui nous concerne, leur inefficacité. Et on devient des systèmes qui expliquent aux gens comment se passer des choses qu'ils nous demandent. Et face à ce que vous dites, en effet, beaucoup de gens disent « dissolvons la souveraineté nationale, les grandes entreprises décident du cours du monde », ou d'autres vous disent « la souveraineté populaire librement exprimée est moins efficace qu'un dictateur éclairé, ou que la loi de Dieu ». Et vous assistez aujourd'hui au retour des théocraties, au retour des systèmes autoritaires. Faites la photographie du monde d'aujourd'hui et d'il y a 15 ans, elle est très différente. Donc la souveraineté populaire démocratique est un trésor. Merci beaucoup. Merci.